On est revenu du CES et on vous a ramené un joli petit cadeau. Pas tout à fait, en réalité on l'a reçu aujourd'hui, la carte graphique qu'on attendait tant, la 5090, la première des RTX 5000 à sortir. On va la déballer ensemble, la découvrir et surtout la tester. Parce qu'aujourd'hui, après tout le blabla et les informations qu'on a eues lors des différentes conférences, les annonces, les avis un peu tout le monde qui disait c'est bien, c'est de la merde le DLSS 4 ou pas, aujourd'hui c'est cher, c'est pas cher. On va tout trancher. Our brand new GeForce RTX 50 series. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code pour French Hardware FHVIP de moins 35% à appliquer directement sur le site pour avoir une réduction sur les clés Windows, mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous avez simplement envoyé un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. On est là pour le test, c'est la vidéo test. On va voir si cette carte graphique est intéressante ou non. Et surtout, on va voir si elle brûle parce que 575 watts, moi, ça me fait personnellement très peur. À moi, c'est surtout les 2349 € qui me feraient bien mal au cul si elle brûlait. Alors évidemment, on l'a reçu, même si la vidéo n'est pas sponsorisée par Nvidia. On n'a pas été payé par Nvidia ni rien pour faire la vidéo. Simplement, ils l'envoient à des journalistes et des youtubeurs pour les faire en test. On n'a aucune instruction ou demande spécifique de leur part. C'est une vidéo qui est totalement autonome. Donc on fait et on dit ce qu'on veut. Exactement. Et surtout, on va tester cette carte graphique. C'est parti, regardez. Alors déjà, on a le magnifique logo Nvidia, la boîte qui s'ouvre comme ça. Et comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous tester la 5090 sur la chaîne French Hardware. Et puis ensuite, toutes les autres cartes graphiques qui sortiront, donc la 5080, la 5070 Ti, la 5070, et puis des plus entrées de gamme si elles arrivent, eh bien on vous les testera sur la chaîne Mathis et Gauthier. Donc allez vous abonner d'ores et déjà, comme ça vous êtes sûr de rien rater. Alors moi j'ai une petite boîte ici et je pense savoir ce que c'est, voilà. Donc on va venir en fait tout simplement alimenter notre carte graphique de près de 600 watts avec uniquement ce câble là. Regardez ce qu'il en sort. On a 4 broches de 8 pins. Si vous les branchez en PCI Express, ça va vous faire beaucoup de câbles. C'est l'équivalent avant de quasiment 2 cartes graphiques. Avant on avait du 2x8 et là si on les met à la suite, on aurait du 4x8 pins directement dans la carte graphique. C'est absolument colossal. Et en même temps il faut bien ça parce que 8 pins PCI Express, ça permet d'alimenter 150 watts. Donc 150 x 4, on est à 600 watts. Il y a en plus de ça le port PCI Express de la carte mère directement qui lui livre 75 watts. Donc au total, théoriquement, on pourrait monter à 675. Cette carte en consomme déjà 575 sans overclocking, sans rien. C'est énorme. En fait, je suis en train de me dire, c'est la carte graphique qui consomme le plus actuellement. Même dans les cartes graphiques pro, on n'a pas des cartes qui consomment autant. Quoi. En fait, c'est un radiateur 600 watts. Non, franchement, on n'en est pas loin. C'est vrai que c'est absolument incroyable. Mais bon, on est quand même sur une carte extrêmement haut de gamme. C'est vrai que c'est colossal comme consommation, mais elle est super performante, qui n'est pas désignée à tout le monde non plus. Quoi. Mais qui dit puissance, dit consommation. Regardez-moi le packaging. Alors déjà, ils ont changé. On tire sur les deux côtés. C'est ça. Hop. Et l'ouverture, ça se fait comme ça. Waouh. Ah oui, quand même. À chaque fois, ça fait quelque chose. Je trouve que les modèles Founder, c'est vraiment les plus beaux modèles, les plus épurés, les plus sobres. Pour tous ceux qui n'aiment pas le RGB et toutes les fioritures, bah ici, vous avez la sobriété. Ça me fait toujours penser un peu à Apple, tu vois, quand tu déballes. C'est vraiment hyper clean. Et regardez, elle est pas tellement grande. Hein. Ouais, elle est même petite. Hein. Comparé à la 4090 Founders, qui était quand même beaucoup plus épaisse, je parle même pas des modèles custom qui étaient parfois énormes hein, pour certains. Ici, on sort une carte qui consomme plus performante, et pourtant, elle fait seulement 2 slots. Et on peut voir qu'elle dépasse pas du tout. C'est quand même incroyable. J'ai envie de te dire, à la fois c'est incroyable, mais à la fois ça fait peur. Oui. Comment ils font? Bah, c'est un peu la bonne question. Alors, on a eu pas mal d'informations d'Nvidia. Il y a quelques optimisations assez intéressantes. Déjà, la puce est beaucoup plus petite et elle est seulement ici au milieu. Donc, des deux côtés, on a l'air qui peut passer à travers le radiateur. À l'époque, c'était seulement en extrémité sur ce ventilateur-là, pas sur le premier. Et donc, comme l'airflow rentrait et était arrêté par le PCB, on avait une moins bonne évacuation. Là, ils annoncent que c'est la meilleure carte et normalement la meilleure refroidie. Donc, c'est quand même incroyable. Et théoriquement, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'airflow. Certaines cartes ont un des ventilateurs qui permet de faire ça également. Mais là, c'est bien les deux du fait qu'on est la puce au milieu, donc ça c'est incroyable. Et d'ailleurs on le voit, hein, à travers tu vois qu'il y a le ventilateur et toute la chambre à vapeur, mais qu'il n'y a pas du tout la puce en fait. On voit qu'elle a pas mal changé au niveau du design sur la tranche. On a le petit GeForce RTX, ici on a 2 petits trous d'aération et surtout le connecteur d'alimentation 12 pins qui est carrément en biais, en oblique. Alors ça de nouveau, est-ce que c'est purement design ou tout simplement technique? Mais c'est vrai qu'avec Mathis, on n'a pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis comme ça. Quoi. Après on a quand même une petite théorie, c'est qu'au lancement des 4090, on connaît les problèmes qu'il y avait avec leur fameux câble qui se tordait, etc. On va dire que c'était une histoire brûlante. Ici, le fait que
que ce soit en biais, eh bien ça permet d'avoir le câble qui n'est plus cassé et coudé comme c'était le cas avant. Et surtout, ils ont énormément renforcé la connectique au bout. Et ils ont rendu les câbles beaucoup plus flexibles. Donc à mon avis, on n'aura plus aucun problème grâce à ça. Il y a le renfort et en plus maintenant, avec le 5.1, normalement si le câble n'est pas bien enfoncé, la carte graphique ne s'allume même pas. Je pense qu'ils ont été un peu traumatisés par les incendies et donc ils se sont dit on va le mettre comme ça sur le côté, au moins il y a beaucoup moins de risques. On va te dire, on espère qu'elle brûle pas. Voilà, après est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus beau esthétiquement? Ça c'est encore un autre débat. Bon, ça va, hein. Franchement, si t'as ton câble qui passe en dessous, même au-dessus, Je sais pas, je trouve ça passe. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais ça passe. Pourquoi pas? On va bien entendu la comparer à la RTX 4090, donc l'ancienne carte graphique la plus performante. On n'a pas arrêté d'en parler, on l'a mis partout dans tous nos projets, etc. Alors à savoir que, en termes de coût d'accueil, donc comme sur les processeurs, on va avoir une augmentation. Une augmentation de près de 30%. On passe de 16 384 à 21 760. Mais c'est pas parce qu'on a 30% d'augmentation de coût d'accueil qu'on va avoir 30% de performance en plus. C'est simplement un des paramètres parce qu'il y a beaucoup de changements sur cette carte graphique, vous allez voir. Déjà au niveau de la VRAM, on a beaucoup plus de VRAM. On passe de 24 Go de VRAM à 32 Go de VRAM. C'est, je sais pas si on se rend compte, mais c'est colossal. Ça sert à rien en gaming, je le dis déjà. Ah oui, oui, totalement. Mais déjà 24 Go de VRAM, ça sert à rien en gaming et on conseille à tout le monde de prendre la 4080 ou 4080 Super qui était largement suffisante. Mais là, 32 Go de VRAM, définitivement, cette gamme 90 est vraiment pour un usage professionnel plus que pour du gaming. Donc voilà, mais bon, 32 Go de VRAM, c'est quand même une belle augmentation de plus de 8 Go. Mais surtout, on passe de la GDDR6X, donc un peu comme avec la DDR4, la DDR5 sur les processeurs. Et maintenant, on passe pour la première fois sur des cartes graphiques à la GDDR7. Et ça fait une différence énorme parce qu'on passe de 1000 gigabits par seconde à 1792 gigabits par seconde, presque x2. Donc clairement, il n'y a pas que les codes d'accords à regarder. La vitesse de la mémoire a largement augmenté et du coup, ils ont dû changer leur port PCI Express. On n'est plus sur du PCI Gen 4, mais bien du PCI Gen 5. Il faudra bien vérifier que votre carte mère est compatible, mais normalement, ça devrait le faire. C'est rétro-compatible dans tous les cas, mais si vous voulez utiliser la pleine puissance de cette carte-là, clairement, autant en profiter. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur une toute nouvelle architecture. Avant, on était sur les Ada Lovelace. C'est ça. Et maintenant, on a tout simplement la dénomination de Blackwell. Le nom de la puce de cette RTX 5090 sera la GB202. Et puis pour les 5080 et les 5070 Ti, elles se partagent la même puce comme l'année dernière, tout simplement parce qu'à la base, il y avait deux 4080, la 16 Go et la 12 Go, et au final, ils ont fait uniquement la 16 Go et ils ont donné le nom de la 12 Go à la 4070 Ti, donc ils sont partis sur le même principe cette année au niveau des puces. Une chose à savoir aussi au niveau de ces puces, c'est qu'elles ont exactement la même finesse de gravure que l'année dernière, c'est-à-dire que c'est des puces qui sont gravées par TSMC en 4N. Alors c'est pas du 4 nanomètres tout à fait, c'est du 5 nanomètres un peu plus condensé, donc c'est plus proche du 5 que du 4, c'est plus un nom commercial, mais c'est exactement les mêmes entre la série 40 et les séries 50. C'est vrai que moi j'aurais aimé quand même une petite miniaturisation de la puce, mais bon c'est vraiment compliqué. Après c'est de plus en plus dur, donc en soi c'est pas très grave, surtout qu'ils ont revu plein de choses à l'intérieur même de la puce qui normalement devraient nous apporter beaucoup plus de performance, mais déjà ce qu'on sait c'est qu'en rasterisation on était à 82 teraflops pour la 4090 et la 5090 est annoncée à 100 teraflops. C'est colossal, c'est 10 fois la PS5. Donc clairement, c'est beaucoup de performance. Oui. Et du coup, on imagine qu'en rasterisation, on aurait jusqu'à 22 ou 23% de performance en plus. C'est pas énorme, mais ça donne déjà une idée des performances minimum de cette carte graphique. Parce que comme vous l'avez vu à mon avis ces derniers temps, Nvidia met énormément l'accent sur l'IA, sur le DLSS 4, toutes des technologies supplémentaires pour avoir plus de performance. Je tiens à rappeler que Nvidia ont annoncé 2 fois plus de performance sur cette 5090 par rapport à la 4090. Ça me paraît un peu bizarre. Ouais. Et surtout dans la conférence, ils nous ont dit que la 5070 était équivalente en termes de performance que la 4090. Et puis en dessous, on avait bien le AI Flops. C'est ça. C'est là qu'il faut faire attention. Là, il nous parle simplement d'IA, mais je pense qu'en gaming, et ça se confirmera, on n'est certainement pas sur la même chose. C'est ça. Il faut évidemment pas confondre les T-Flops et les AI T-Ops. Même si ça ressemble et que c'est fait exprès pour un peu vous embrouiller le cerveau, c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout les performances réelles qu'on aura en jeu. Après, il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est qu'ils ont énormément optimisé et augmenté le nombre de Tensor Core qui sert à tous les calculs liés à l'IA, etc. Et également les RT Core qui servent au calcul du ray tracing. Donc normalement, le ray tracing devrait mieux marcher, c'est une certitude. Et ça s'améliore également sur les anciennes cartes, donc ça c'est cool. Et surtout, ils ont lancé le DLSS 4 qui est uniquement disponible sur les cartes 50. Comme par hasard. Ce qui est un petit peu dommage évidemment, mais qui devrait également leur apporter beaucoup plus de performance. Donc quand Nvidia annonce qu'elle est 2 fois plus performante, c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Et c'est uniquement dans un contexte extrêmement favorable à toutes ces améliorations-là. Mais de toute façon, on a notre table de bench, on va les tester sur tous les jeux habituels. C'est parti. On a passé beaucoup de temps à faire les tests sur cette 5090 ici dans les bureaux sur la plateforme de bench. Et le plus important évidemment quand on teste une nouvelle carte graphique, et bien c'est de la comparer. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cartes avec lesquelles la comparer. Déjà à ce budget-là, elle est toute seule et surtout en termes de performance, il y a quasiment rien qui l'égale. Évidemment, on a décidé de la comparer avec la 4090 qu'on a là. Elle est encore chaude parce qu'on a refait tout notre protocole de test sur la même carte en même temps pour être sûr d'avoir les dernières versions des jeux et des tests et surtout les derniers drivers. Donc on a testé sur la 4090. Évidemment, en fin de vidéo, on l'a comparé avec la concurrence et avec d'autres cartes. Mais aujourd'hui, la seule concurrente de la 5090,
c'est la 4090. On vous parlera évidemment des cartes AMD comme la 16900 XTX à la fin de la vidéo, mais sincèrement l'écart est tellement énorme que ça donne pas vraiment un indicateur sur est-ce qu'on a une meilleure carte ou pas. Le premier bench qu'on va regarder et qui est intéressant, c'est Cyberpunk, et on va donc le comparer entre la 5090 et la 4090. On a fait différents types de tests. Les premiers en rasterisation. La rasterisation, c'est intéressant parce qu'en gros, c'est les performances brutes. On désactive tout le reste, on n'active pas le ray tracing, on n'active pas le DLSS, ni le 1, ni le 2, ni le 3, et certainement pas le 4. Le but, c'est vraiment de voir quelle est la performance brute de ces deux cartes. Alors, il y a des jeux comme sur Cyberpunk où ce serait dommage de jouer comme ça, parce que si on peut activer le DLSS et avoir plus de FPS, autant le faire. Mais il y a aussi les jeux compétitifs, par exemple, où là, on n'a tout simplement pas le choix, parce qu'il n'y a pas le DLSS et il n'y a pas de surcouche technologique. On commence en rasterisation sur Cyberpunk, et la 4090 affiche 68,93 FPS dans le benchmark, avec comme paramètre, comme on peut le voir à droite, on est en 4K et en low, et on a tout désactivé, et on a donc 69 FPS. En refaisant le même test dans les mêmes conditions, avec la 5090 Founders Edition, qui est juste ici, on a eu 106 FPS, 106,46 FPS. Là, franchement, la différence, elle est quand même flagrante. Faut dire que c'est vraiment énorme, c'est 53% de performance en plus, donc c'est colossal pour un changement d'architecture comme ça. Alors est-ce que c'est les 32 Go de VRAM en GDDR7 qui aident un petit peu? Certainement, parce qu'on est en 4K et donc ça a son importance. Est-ce que c'est parce que Cyberpunk est un jeu optimisé pour Nvidia et affiché à chaque lancement? Peut-être un peu aussi. On a refait le même test sur Cyberpunk maintenant, mais avec le DLSS activé. Sur la 4090, on a activé le DLSS 3, c'est le maximum qu'on peut faire aujourd'hui. Et sur la 5090, on a activé le DLSS 4. Et là, je vous avoue, je suis vraiment choqué, ça part totalement en couille. Donc on a testé en 4K, en low, avec le DLSS Frame Generation d'activé, avec le ray tracing d'activé également. On a mis le DLSS en mode performance, et là, on arrive à 114 FPS sur la 4090, ce qui est quand même une belle augmentation de presque x2 par rapport à la rasterisation. C'est normal, c'est le DLSS 3. Et par contre, sur la 5090, là, je pète mon crâne, je pète ma libellule, je comprends pas, 291 FPS. Sur Cyberpunk, l'un des jeux qui consomme le plus en 4K. C'est clairement la seule carte graphique capable d'atteindre ça aujourd'hui. Si vous avez un écran 4K 300 Hz, vous pouvez jouer à Cyberpunk. C'est absolument colossal. Alors évidemment, en activant le DLSS 4, il y a quelques compromis à faire. Un petit peu sur la latence, on en reparlera après, mais aussi parfois sur la qualité. Et ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. Mais là, clairement, j'ai jamais vu autant d'FPS sur le benchmark de Cyberpunk, et c'est grâce au DLSS 4. Le principe du DLSS 4 qui est apparu du coup avec les nouvelles RTX 5000 et qui n'est d'ailleurs pour l'instant disponible que sur les RTX 5000, ce qui est un peu dommage et ce qui est d'ailleurs reproché à Nvidia, parce que la 4090, avec les performances qu'elle a, avec les plus qu'elle a pour l'IA, les Tensor Core, les RT Core, elle pourrait normalement faire du DLSS 4, peut-être pas, et on le comprend pour des cartes plus entrée de gamme comme la 4060, mais c'est dommage de voir que sur une carte qui n'a que 2 ans et qui était quand même vendue autour de 2000 €, on n'est pas le suivi de cette technologie-là. Peut-être qu'ils l'ajouteront et qu'ils la rendront compatible, mais aujourd'hui, c'est uniquement sur les RTX 5000. Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux en DLSS 4 par rapport au 3? Eh bien, c'est que maintenant, on a le multi-frame generation. Avec le DLSS 3, on avait déjà le frame generation, mais il ne crée qu'une image avec l'IA, en plus de celle qui avait été générée, calculée par votre carte graphique et par votre PC. Donc en gros, le DLSS 3 permettait quasiment de doubler le nombre d'FPS sur les jeux compatibles, etc. Et là, avec les RTX 5000 et le DLSS 4, Nvidia lance le multi-frame generation. Ça veut dire que pour une image générée par votre PC, vous en aviez une générée par l'IA, et maintenant, on en a 2 supplémentaires. Donc ça multiplie quasiment par 3 le nombre d'FPS affichés, et par 2 par rapport au DLSS 3. Donc c'est ça aussi la différence ici dans les benches, et c'est pour ça qu'on le compare bien aussi en rasterisation, c'est que la 4090, elle a que le DLSS 3. Donc sur tous les jeux compatibles DLSS 4, c'est normal que la 5090 l'explose. Deuxième test maintenant sur Hogwarts Legacy. De nouveau un jeu qui a été un peu poussé par Nvidia, parce que le DLSS 4 est déjà compatible lors de la sortie de ses cartes, et donc peut-être un petit peu optimisé, donc les performances sont à prendre avec des pincettes. On va les tester sur d'autres jeux qui sont pas en partenariat avec Nvidia, et comme ça on fera une moyenne pour avoir vraiment une idée réelle des performances. Mais en tout cas ici, en rasterisation, on a 82 FPS avec la 4090, et avec la 5090, on est à 119 FPS. Ça fait une différence de 45% entre les deux cartes, sans l'aide du DLSS ni rien, vu qu'on est uniquement en rasterisation, c'est énorme. Et alors attendez de voir le nombre d'FPS qu'on a maintenant quand on active le DLSS 4, ça me fait rire parce que c'est des nombres qui me semblent indécents. Pour moi, c'est le nombre d'FPS qu'on doit avoir sur Minecraft, c'est pas le genre d'FPS que tu dois avoir sur un jeu comme Hogwarts Legacy. On passe à 466 FPS. Ça fait quasiment x4 en termes d'FPS, donc là c'est vrai que c'est quand même assez bluffant. Après à voir, on va aller vérifier la qualité, etc. La latence, on en reparle. Dernier test maintenant sur un jeu qui supporte le DLSS 4, c'est le dernier Star Wars Outlaws. Donc sur la 4090 en rasterisation, on est à 131 FPS, et sur la 5090, on est à 159 FPS, ce qui nous fait une différence entre les deux de 22%. C'est moins que sur les deux jeux précédents, et une fois qu'on active le DLSS, ça explose à nouveau. Sur la 4090 avec le DLSS 3, on est à 153 FPS de moyenne, c'est une belle augmentation et on voit quand même la différence. Et sur la 5090, on atteint à nouveau des sommets avec 341 FPS de moyenne. Bon, on a compris que le DLSS 4, ça pouvait nous rajouter beaucoup de fluidité et d'images en plus, mais c'est clairement pas compatible avec tous les jeux, puis ça reste quand même des images créées par l'IA et pas réellement générées par la carte graphique. Allons plutôt sur des jeux à l'ancienne, sur lesquels il n'y a pas tous ces surcouches-là, et pourquoi pas justement des jeux compétitifs. Et donc ici, on commence avec le test sur Rainbow Six Siege. Alors ici, évidemment, on a tout mis en 4K ultra la totale, c'est un jeu qui consomme vraiment très peu. Et sur la 4090, on a 375 FPS de moyenne, c'est déjà colossal et énorme en termes d'FPS. Là, vous pouvez avoir un écran 360 Hz, ça pose pas de problème. Et sur la 5090, on arrive à 436 FPS. Donc c'est quand même une belle augmentation, mais c'est la plus petite qu'on ait vue ici, parce que ça ne fait que 16% actuellement de différence entre les deux cartes, alors qu'elle est quand même vendue 32% plus cher. Donc là, clairement, au change, on n'y gagne pas.
Et le test qui va départager ces deux cartes, au moins à mes yeux, eh bien c'est sur Counter-Strike 2. Ici aussi, on n'a absolument aucune surcouche. À l'époque, c'était un jeu qui reposait beaucoup sur les performances du processeur et donc on voyait pas de grosses améliorations du nombre de FPS de génération en génération. Mais ça a changé quand on est passé de CSGO à CS2. Et ici sur la 4090, on a 289 FPS sur le benchmark qu'on utilise dans toutes les vidéos. Et la 5090 affiche elle 364 FPS. Et c'est quand même déjà vraiment pas mal parce qu'en performance brute ici, ça fait une différence de 25 à 26%. C'est cool. Sur Fortnite maintenant, c'est hyper intéressant parce que le jeu consomme quand même énormément quand on le met à fond. Il est passé sur Unreal Engine 5 et surtout, il n'y a pas le DLSS 4. Avec la 5090 en 4K Ultra, on avait une moyenne de 117 FPS, ce qui n'est pas énorme parce que j'ai mis le jeu à 100% et ça consomme énormément. Et on voit que sur la 4090, on n'avait que 86 FPS. En perf brute, on va avoir 26% de différence de performance entre les deux. Donc là, on est en perf brute, on n'a pas le DLSS 4, vous l'avez compris, on a 26% de différence de performance, ce qui est juste énorme, 26%, je m'y attendais pas de nouveau. Donc là, on voit que la 5090, eh ben, elle perf. On a fait que du gaming, maintenant un peu de pro. Alors le mieux, c'est les rendus 3D. Ça consomme énormément, c'est le plus compliqué. Avec Blender, ici, ce qu'on a fait, c'est un rendu sur 100 frames d'une image, d'une animation. Avec la 4090 sur Blender, pour 100 frames, on était à 13 minutes et 47 secondes de rendu. Alors que pour la 5090, on était à 11 minutes et 55 secondes. Donc si on fait un rapport entre les deux, ça nous fait 15% d'économiser sur un temps de rendu. Donc si on fait un film d'une heure et demie, on économise 300 heures de rendu. Donc oui, cette 5090 en pro est beaucoup plus performante. La première chose qu'on voulait faire, c'est voir le score 3D Mark, voir si on allait littéralement exploser tous nos records et c'est bien le cas. On est, il faut bien se le dire, sur la carte graphique la plus puissante qui existe actuellement. Alors ici sur 3D Mark, on a un score graphique de 42 000. C'est juste énorme. 42 000, je sais pas si on se rend compte. À l'époque, la 980 Ti était à moins de 10 000 de score. Là, on est à 42 000, ce qui est juste énorme. Et si on compare à la 4090, eh ben, on avait à l'époque 36 264 de score. Donc on a 14% de différence de performance entre les deux cartes, ce qui est quand même pas mal. Alors on n'est pas à 25 ou 30%. Je m'attendais quand même à plus, mais voilà, c'est quand même une différence qui est notable. Est-ce que la RTX 5090 brûle? C'est ce qu'on va voir. On a lancé un ECCT pour pousser la carte graphique à son plein potentiel, au max du max. Alors là, ça fait plus de 17 minutes qu'elle tourne. On a fait des tests même avant. En termes de température, on voit qu'on est à 86 degrés sur la partie VRAM, donc mémoire de la carte graphique, ce qui est pas mal, mais en même temps pas énorme par rapport à la 4090. Et on voit surtout que la carte dans sa globalité a une température de 78 degrés à 100% et ben de son utilisation, ce qui est vraiment pas énorme. Quand on sait que c'est une carte qui consomme 575 watts, ce qui est juste énorme, je tiens à le rappeler, bah franchement, c'est une température qui est juste excellente. Et on voit que le max est à 78 degrés, ça ne dépasse pas. Alors, j'ai quand même sorti le petit thermomètre laser parce que c'est bien les logiciels, mais moi je veux savoir en vrai si c'est respecté, si ça dépasse pas les 100 degrés. Alors c'est parti, on va prendre plusieurs points. On va prendre le premier point juste ici et on voit qu'on est à 52, 53 degrés. On est sur une carte graphique qui est quand même assez chaude, mais voilà, on voit que ça dépasse pas des températures ahurissantes, donc c'est plutôt rassurant. Au niveau du câble 12 pins maintenant, si je mets mon laser, on voit qu'on est à 64, 66 degrés, ce qui est quand même assez élevé pour le coup. Donc ça, c'est pas mal. Après, voilà, on dépasse pas des températures qui font que la carte graphique brûle. Donc non, la 5090 ne brûle pas avec une consommation aussi élevée. On s'y attendait, la 5090 n'est pas 2 fois plus performante que la 4090. En performance brute, on l'a vu en rasterisation, on était entre 25 et 30% de performance en plus. Alors ça, c'est quand même déjà bien. C'est déjà pas mal. Je m'attendais à retrouver que 10% de différence de performance en brut et que Nvidia allait tout mettre sur la surcouche technologique. Et honnêtement, c'est pas le cas. D'autant plus qu'on le rappelle, cette carte graphique n'est pas faite à la base que pour du gaming. Si vous ne faites que jouer, les 32 Go de VRAM et les performances délivrées par cette carte ne sont vraiment pas utiles. Vous pouvez clairement vous rediriger vers des cartes beaucoup plus intéressantes au niveau du rapport qualité-prix. Dans cette vidéo, on a surtout axé sur les performances en jeu parce qu'on sait que c'est ce que vous voulez voir, mais clairement, on pouvait faire bien plus que ça avec cette carte. Et pour ceux qui se demandent quand on active le DLSS 4, oui, ça fonctionne. On a jusqu'à 2 fois plus de performance en jeu en 4K dans nos tests. Après, sur certains jeux, on va retrouver quand même moins de différences notables. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le DLSS 4, eh ben, c'est nouveau, ça vient de sortir et on n'est pas à l'abri de quelques lags, quelques problèmes. En fait, le problème, c'est que c'est des images qui sont générées par l'IA. Sur des jeux compétitifs où on va faire des mouvements ultra rapides, et ben, il se peut que visuellement, ce soit un peu dérangeant. Honnêtement, avec le temps qu'on a eu pour tester la carte graphique, les benchmarks et les jeux auxquels on a joué, nous, on n'a pas ressenti de gros bugs. Alors, c'est sûr que quand on l'active, la qualité des textures est différente, surtout avec la manière dont vous allez régler le DLSS. Si par exemple, vous jouez à Counter-Strike et que vous gardez une ligne et que face à vous, l'ennemi se décale, eh bien, l'IA ne peut pas prévoir ce que l'ennemi va faire. Et donc, ça reste du temps réel. C'est pas vraiment un avantage face à la personne en face. Pour moi, c'est plus une option qui permet de fluidifier le jeu
jeu. C'est sûr que sur un jeu où vous allez être à 60 FPS normalement et que vous allez passer à 240, ça va donner une impression de fluidité supplémentaire qui est agréable et qu'on ne peut pas nier, mais ça remplace pas non plus les vrais calculs générés par la carte graphique et les images qui le sont réellement. Du coup, cette génération d'images augmente bien entendu la latence. Alors ils ont sorti Reflex 2 pour baisser la latence. Après, il faudrait voir avec un joueur pro sur Valorant et d'avoir réellement son avis à lui. En tout cas, ce qui est vraiment décevant avec cette technologie, c'est qu'elle n'est pas applicable sur les 40 pour le moment. Et ça, je trouve ça vraiment dommage de la part d'NVIDIA. Au lieu de sortir une techno, ils sortent une carte avec une techno. Moi, j'aurais sorti la techno qui est applicable sur les autres cartes. Ouais, et ça, du coup, pour toutes les personnes qui ont des 4080 ou 4090, vous avez l'hardware qui pourrait permettre d'utiliser le DLSS 4. Et pour l'instant, ce n'est pas applicable. Et je trouve ça quand même dommage de la part d'NVIDIA. C'est vrai, parce qu'en fait, chaque année ou tous les 2 ans, ils vont nous dire c'est la nouvelle technologie, c'est les nouvelles meilleures cartes graphiques, etc. Repasser à la caisse, surtout qu'elles coûtent quand même toujours de plus en plus cher. Et alors qu'ils pourraient, à mon avis, prolonger la durée de vie de certaines de leurs anciennes cartes en mettant justement ces nouvelles techno, là, ils ne le font pas. C'est clairement une pratique commerciale pour essayer de vendre davantage leurs nouvelles cartes. Et d'ailleurs, en parlant de vente, cette carte graphique sera disponible le 30 janvier. Mais pour l'instant, au niveau du stock et du prix, rien n'est moins sûr. On le sait, à chaque lancement, elles sont prises d'assaut. C'est ça. Et les prix MSRP annoncés sont rarement conservés, quoi. Parlons de la différence de prix MSRP. La 4090 était sortie à 1779 €. Pour ceux qui s'en souviennent, ça coûtait un rein. Avant d'être revue à la baisse, quand même. Ah oui, c'est ça. 1779 €. Et là, elle sortira à 2349 €. Prix MSRP, à voir quel est le prix final. Mais donc, on a quand même une différence de prix de 32% pour une différence de perf de 25%. Donc, on va dire qu'il y a quand même un écart de 7-8%. Est-ce que c'est énorme? Clairement pas. On va toujours chercher un maximum de performance en plus. Mais c'est vrai qu'on aurait quand même aimé retrouver cette carte à 300 € moins cher. C'est sûr qu'on pourrait vraiment la conseiller les yeux fermés si elle était moins chère parce qu'il y a une différence de performance. Par contre, il faut aussi rappeler un truc, c'est que actuellement, une 4090, ça vaut 2300-2400 €. Il y en a tellement peu sur le marché aujourd'hui qu'elles sont spéculées et qu'elles sont vendues beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est vraiment. Il y a d'autres cartes plus intéressantes, même si toutes les cartes ont augmenté là récemment. Donc ça dépendra aussi à quel moment est-ce que vous voyez la vidéo. Et il y a que le futur qui pourra nous dire si la carte restera autour des 2400 € ou bien si le prix va exploser. Il y a déjà des cartes comme la Astral de chez Asus qui, à mon avis, dépassera les 3000 €. Ça devient indécent comme prix. Là, 3000 € pour une carte graphique, t'as même pas le PC gamer, quoi. Oui. T'as que la carte graphique. C'est 2 SMIC pour une CG, là ça fait mal. Là, ça fait très mal. Après, on n'oublie pas AMD avec leur 7900 XTX qui est déjà sorti un petit temps. Dommage qu'AMD ne sorte pas des cartes graphiques dans le haut de gamme parce que ça aurait été vraiment bien et ça aurait pu mettre les deux cartes en concurrence. Là, le problème, c'est qu'NVIDIA, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, là, ils ont pas de concurrents, ils ont le champ libre, littéralement. Ah là, clairement, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est quand même un énorme problème parce que du coup, les prix, même les revendeurs font ce qu'ils veulent. En tout cas, la 7900 XTX, actuellement, on peut l'acheter à 1000-1200 € et elle est 50 à 60% moins performante en brut, en rasterisation que la 5090. C'est une info qui est quand même intéressante. Est-ce que vous avez d'office besoin d'autant de performance? Est-ce que vous devez jouer en 4K à 400 FPS? Parce que du coup, elle coûte quand même largement moins cher que celle-ci. Donc clairement, vous voulez simplement avoir un meilleur rapport performance-prix. Il y a des cartes qui sont bien plus intéressantes à acheter que celle-ci. On le rappelle, c'est du très haut de gamme et c'est pas fait que pour du gaming. Je pense qu'on a fait le tour des informations les plus importantes sur cette carte graphique. Évidemment, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour savoir si le prix sera bon et si ça en fera réellement un super bon produit. Évidemment, pour des fans de PC et d'hardware, c'est toujours super excitant ces nouvelles architectures et ces nouvelles générations de cartes graphiques. Et là encore, il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est que Nvidia, une fois de plus, a repoussé les limites du possible en termes de performance. Mais a aussi augmenté le prix parce qu'il faut presque dépenser 3000 balles pour un radiateur électrique. Ça fait un peu cher. C'est sûr qu'on n'aurait pas dit non pour qu'il la sorte 500 ou 1000 € moins cher. Je suis d'accord avec toi.